Nous sommes en 2022 et je reçois alors de nombreux messages privés sur mes réseaux sociaux. Des témoignages qui me touchent, des étudiants qui doutent de leur enseignement, des ostéopathes diplômés qui doutent de leur pratique quotidienne. C'est dur de ne plus croire en ce qui nous a passionnés et animés pendant des années. J'essaye alors de comprendre pourquoi je reçois autant de messages, pourquoi autant de gens doutent de l'ostéopathie au sein même de la profession comme en dehors, pourquoi certains jeunes ostéopathes n'arrivent pas à vivre correctement de leur profession. C'est à ce moment-là que l'idée de ce documentaire fait surface. Je veux investiguer et faire un état des lieux de la profession d'ostéopathe en 2024. Explorer les différentes facettes de l'identité de cette profession. Je me lance alors dans un tour de France à la rencontre de celles et ceux qui font l'ostéopathie en France avec leur singularité. Pour cela, je monte à 4 reprises à Paris, mais aussi à Lyon, Marseille, dans la Drôme et autour de ma ville Aix-en-Provence. 16 ostéopathes au profil diamétralement opposé. Si je tente le défi de faire une image de l'ostéopathie en 2024, il faut chercher des profils variés, tels que des jeunes récemment installés, des anciens issus du courant traditionnel, mais aussi des thérapeutes qui ont fait un virage dans leur pratique, des chercheurs en ostéopathie, des formateurs, des directeurs d'école, des spécialistes dans la démographie de l'ostéopathie et des créateurs de contenu qui influencent la profession. Un documentaire non orienté va chercher des personnes qui s'opposent, mais qui peuvent communiquer pour faire avancer l'ostéopathie. Cette double facette de l'identité de l'ostéopathie est là, devant nous. La tendance qui se dessine de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est une ostéopathie orientée vers la science, une ostéopathie EBP, Evidence Based Practice. Mais c'est aussi une ostéopathie qui souffre, attaquée de toutes parts par d'autres professions, les médecins, les kinés, et qui se déchire en interne entre le courant traditionnel et le courant plus scientifique EBP. J'ai l'impression qu'il faut choisir son camp et se positionner. Il y a le blanc et le noir, les méchants et les gentils. Au milieu de ce conflit, il y a des gens paumés, qui ne savent plus où est leur place et qui doutent. Les modèles explicatifs du courant traditionnel issu d'Andrew Taylor Still sont totalement remis en question par les chercheurs. De nombreux enseignants proposent de nouveaux modèles pour expliquer les actions de l'ostéopathie. Une chose est sûre, cette ostéopathie EBP devient de plus en plus présente, impossible de l'ignorer. Certains ostéopathes adhèrent, d'autres non. Certains crient à la pseudoscience et à la dérive thérapeutique, d'autres à l'appauvrissement d'une profession sous les diktats de la science. J'ai donc abordé dans ce documentaire l'émergence de ce courant scientifique, les tensions et les différences de point de vue entre les ostéopathes, l'évolution de l'ostéopathie au sein du système de soins français et les attaques qu'elle subit régulièrement, mais aussi les difficultés d'installation des jeunes, la pression démographique, l'évolution de l'enseignement pour aboutir à la question fondamentale: quel est réellement l'avenir de l'ostéopathie? Mais avant de répondre à cette question en fin de documentaire, je vous propose de commencer à la base, de parler de ces deux courants qui s'opposent actuellement. Un premier courant traditionnel issu d'Andrew Taylor Still et un deuxième courant plus factuel qui s'appuie sur les preuves actuellement disponibles dans la littérature scientifique. Comment expliquer l'émergence de ce nouveau courant? On ne peut pas vraiment dire qu'aujourd'hui, il y a deux courants qui se séparent. Il y a toujours eu, dans tous les domaines, deux courants. Ceux qui ont, on va dire, majoritairement des croyances et ceux qui ont majoritairement des connaissances. C'est pas ceux qui ont que des croyances et que des connaissances, hein. Je dis bien majoritairement. Les deux courants, ils ont toujours cohabité, ils ont toujours coexisté. Maintenant, il y a beaucoup plus de courants, on va dire, scientifiques qui est en train de prendre un petit peu le dessus, parce que faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on était un exercice illégal de la médecine, donc forcément, il y avait beaucoup plus de difficultés d'accès à la recherche, à des laboratoires, des universités, et même créer des équipes avec des chercheurs, alors que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Déjà, à la base de l'ostéopathie, il y a eu cette division entre Still et Little John, qui est à peu près ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Je crois que cette division a toujours à peu près existé. Still, c'était de l'anatomie, et toujours de l'anatomie, et que Little John, il préférait la physiologie. Il était prof de physiologie. Effectivement, un jour, même si déjà il y avait eu des petites histoires, Still, qui était le président de l'école et non pas le directeur des études, qui était le président, c'est Little John qui était le directeur des études. John Martin, hein, parce qu'ils étaient 3 frères. Un jour, Still va dans la classe de Little John. Il va se mettre au fond de la classe, comme moi je le faisais quand j'étais directeur. De temps en temps, j'allais écouter les enseignants, voir un peu ce qu'ils racontaient. Et puis donc, bien sûr, Little John parlait de philosophie. De physiologie, pardon, excusez-moi. Et donc Still, on raconte que Still s'est levé, qu'il est allé au tableau, qu'il a pris une craie et qu'il a écrit anatomie, anatomie, anatomie. Et il est sorti de la classe. On ne peut pas présenter l'histoire, en tout cas l'évolution de l'ostéopathie, comme s'il y avait eu une compétition entre une ostéopathie traditionnelle et une ostéopathie scientifique, et que c'est l'ostéopathie traditionnelle qui avait gagné.
En réalité, là actuellement, je mène un projet sur l'histoire de l'ostéopathie française avec des historiens, un historien, une historienne en l'occurrence. Donc on a fait des entretiens avec des personnes qui maintenant pour certaines sont décédées. On a analysé des archives d'associations socio-professionnelles, donc on a beaucoup de documentation, beaucoup de data. Il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que l'émergence de l'ostéopathie en France, c'est quelque chose qui était consubstantiel à des notions de spiritualité et de pratiques mystiques. Les premières traces qu'on retrouve de l'ostéopathie en France, c'est 1913, avec un ouvrage qui est une traduction d'un ouvrage de Wilfred Riggs, un ostéopathe contemporain de style, qui a été donc traduit et publié par Lucien Moutin et Guillaume Mann. Ensuite, il y a une petite période où il ne se passe rien. On n'arrive pas à retrouver beaucoup de choses sur l'impact de cet ouvrage, qui a probablement été minime. Et ensuite, c'est Robert Lavézari, qui est un médecin avec un peu plus de visibilité sur le plan académique, qui a publié un ouvrage dans les années 50 sur l'ostéopathie, qui a été préfacé par Léon Vanier. Et Léon Vanier et lui sont empreints de pratiques spirituelles, de pratiques ésotériques et de pratiques mystiques. Donc finalement, la construction de l'ostéopathie en France, elle est vraiment, on va dire, normativement constituée par des pratiques diverses et des pratiques qui se présentent comme des alternatives à la médecine conventionnelle. C'est même une revendication des ostéopathes. Ils disent, on fait la même chose que les médecins, mais avec une lecture différente de l'organisme. Donc c'est vraiment une revendication, donc c'est quelque chose qui a constitué l'ADN de l'ostéopathie en France. Alors je connaissais pas du tout ce courant, par contre, j'avoue. Moi je suis pas trop dans tous les réseaux, tout ça. Mais j'imagine que y a peut-être le côté un peu médical, le côté un peu vouloir prouver que ça fonctionne, ce qui rassure les gens, ce qui rassure les patients, je le comprends totalement. Moi qui suis allé à Kirksville, qui a rencontré Jason Axton, qui s'occupe du musée, qui est quelqu'un de passionnant, il te raconte que dès le départ, il y a eu embrouille dès le départ. C'est-à-dire dès le départ, définir l'ostéo, ça a été compliqué. Et donc, dire qu'à un moment elle était pure et que maintenant on la perd, non, ça a toujours été le cas. Ça a été toujours très difficile de définir l'ostéo. D'ailleurs, il y a plusieurs définitions de l'ostéo dans les ouvrages de Steele lui-même. Donc lui-même n'arrivait pas à la définir de la même façon d'un jour à l'autre. Dès le départ, il y avait le courant très un peu ésotérique, magnétiseur, et le courant très rebouteux, machin, et tout ça. Et en même temps, le courant un peu scientiste, en disant, mais c'est basé sur l'anatomie. C'est pas juste un savoir-faire, c'est pas un don. À un moment donné, dans une époque, la médecine avait du mal à régler des problèmes parce que elle avait, on va dire, une certaine forme de modèle de soins qui n'était pas adapté au traitement des maladies, et ont émergé des gens qui ont pensé un peu différemment, d'un point de vue très pragmatique, en observant la clinique, en observant les gens, et ils ont eu des résultats où les médecins n'en avaient pas forcément. Mais je pense que globalement, on fait du bien aux gens. Après, je pense qu'on l'a bien vendu aussi. Je pense qu'il y a un petit côté business quand même, et que si tu regardes dans les pays d'à côté, c'est pas aussi populaire. Enfin, il y a que en France où il y a ce truc sur l'ostéo. Je crois que sur la population internationale d'ostéopathes, t'en as 45% en France. C'est vraiment un blockbuster dans les thérapies alternatives. Et par exemple, c'est américain. En Amérique, c'est pas aussi populaire, tu vois. D'accord. Il y a la chiropraxie là-bas qui est un peu l'équivalent de l'ostéopathie en France, mais c'est pas parce que c'est populaire que ça marche. Mais en tout cas, Bien de préciser. Sachant que c'est très populaire, ça mérite vraiment de s'y intéresser. Cette émergence, je la vois comme aujourd'hui un tout petit courant maintenant. Petit ruisseau fait quelquefois les grandes rivières, mais il y a des fois il y a des barrages et ça passe pas. Voilà. Donc peut-être il y a des choses intéressantes. J'ai pas dit qu'il y avait pas des choses intéressantes, mais mettre tout là-dedans, ça me paraît. Alors on fera plus rien parce qu'aujourd'hui il y a rien de prouvé, hein, ou très peu, tellement peu de choses. Je pense pas qu'il y ait une réelle fracture ou gap entre les deux. Je pense qu'il peut y avoir une harmonie commune entre ces deux ostéopathies. J'ai tendance à dire qu'en ostéopathie, c'est un peu comme dans la politique en France. C'est magnifique, c'est beau par la diversité qu'il y a. Il faut faire attention aux deux extrêmes, c'est toujours dangereux, mais l'idée c'est d'harmoniser tout ce groupement d'ostéopathes, quelle que soit leur formation, leur manière de pratiquer, leur façon de penser l'ostéopathie, et d'élever notre profession face au corps médical. L'être humain a toujours besoin de voir, mais est-ce que ça marche vraiment? Et après, il y a est-ce que ça marche, et est-ce que ça marche pour les raisons qu'on croit? Mais en tout cas, la base, c'est vraiment essayer de comprendre notre environnement, essayer d'avancer dans la connaissance. On a quand même ce besoin de comprendre aussi pourquoi et dans quelle mesure on est efficace.
comparé des fois à d'autres traitements ou tout simplement ne rien faire. L'ostéopathie souffre actuellement, mais si on remonte dans le passé, elle a toujours souffert. Les ostéopathes se sont battus pour la reconnaissance de la profession, qui était considérée comme exercice illégal de la médecine. Certains ostéopathes ont été poursuivis en allant jusqu'au procès par une médecine qui voyait cette pratique d'un mauvais œil. Pourtant, c'est bien ce courant traditionnel qui a fait la renommée de l'ostéopathie en France, et avec des résultats sur les patients. Pourquoi cette évolution vers une pratique plus scientifique est-elle nécessaire ? Parce que les gens ont changé. C'est-à-dire que moi qui travaille depuis 20 ans, moi je vois que les patients ont changé. J'enseigne depuis 20 ans, les étudiants ont changé. Je pense que la société change. On parle de MeToo, il y a plein de choses qui changent très vite. Et pour moi, ça reflète ce changement-là. C'est-à-dire que la demande des patients n'est pas du tout la même que celle d'il y a 20-25 ans, quand je remplaçais justement Pierre Tricot à l'époque. La plupart de ces trucs un peu biomécaniques, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'argument pour continuer de se servir de ces modèles-là. Mais je pense que d'avoir théorisé ça, c'était pas bête, tu vois, genre juste, maintenant c'est un peu temps d'évoluer. Que ça m'évoque, c'est la possibilité de nettoyer un peu l'ostéopathie des choses qui sont juste des modèles et d'affiner ces modèles. À mon avis, la science ne pourra pas expliquer tout dans l'ostéopathie parce que c'est une science humaine qui amène énormément d'autres sciences à travailler en même temps et on ne pourra pas toutes les expliquer dans leurs interactions. La science est très précise dans un domaine, mais mélanger les sciences pour regarder le résultat sur un être humain, c'est extrêmement complexe. À chaque époque, tu dois choisir, est-ce que j'utilise les connaissances actuelles ou est-ce que je les utilise pas ? Et moi, ce que ça m'évoque, ça doit d'abord nécessiter des connaissances extrêmement solides. Et aujourd'hui, je pense que c'est une grave erreur, voire très dangereux, de ne pas utiliser les connaissances qui sont à notre disposition. Moi, mon but, en tout cas, en tant qu'ostéo, c'est de soigner les gens. Donc, je base ma pratique sur les résultats. Et certes, tout ce que je fais n'est pas prouvé par la science, mais est prouvé par 10 années de pratique. Le cabinet, il est rempli, les gens attendent pour venir me voir. Et moi, je suis obsédé par le résultat, en fait. Je travaille dans le sport professionnel et le but, c'est pas de faire le dernier truc à la mode, j'allais dire, on va dire prouvé par la science plutôt, mais faire le truc qui a marché. Steele disait dans son ouvrage Philosophie de l'ostéopathie, devoir d'être sincère, l'ostéopathe doit être amateur de vérité et doit vraiment pouvoir démontrer, prouver la vérité qu'il prétend connaître. Et ça, donc, la charge de la preuve nous appartient. On dit ça, ok, on doit le prouver. Et c'est pas parce qu'on est traditionnaliste qu'on doit s'abstenir de la démarche scientifique. Non, ça fait partie, quelque part, de l'ostéopathie. N'en déplaise à certains qui sont fans de Steele, et ok, je suis d'accord avec ça. Mais là où je suis pas d'accord, c'est pas parce que Steele enseignait de telle manière qu'il faut s'arrêter à ce qu'il a dit. On voit de plus en plus d'ostéopathes s'éloigner du concept ostéopathique traditionnel. C'est pourtant cette ostéopathie historique qui a été enseignée pendant des décennies dans les écoles. Je me pose alors la question, quel a été le déclic pour certains ostéopathes d'évoluer vers une pratique basée sur les preuves scientifiques ? Vu qu'en début de cursus, j'avais que le son de cloche du concept ostéo, j'ai adhéré complètement à ça, j'étais à fond. Au début ? Ah ouais. Ah ouais, je trouvais ça trop cool et tout. Et en fait, je trouve que quand tu as pas forcément des outils pour de l'esprit critique ou de la réflexion, je trouve qu'on devrait les enseigner, tu vois, ne serait-ce que des notions genre en terminale ou des trucs comme ça, pas te demander de faire une thèse d'esprit critique, mais juste des éléments un peu de réflexion. Un gars qui s'appelle Jerry Draper Roddy qui est venu faire une conférence sur le modèle biopsychosocial, j'étais en 4e année. Et pour moi, c'est 3 heures-là où il y a eu un avant et un après, où en fait, c'était la première fois où du coup, le cours était sourcé, il nous parlait d'exercices, etc. Il nous montrait que des études où les patients allaient mieux, ils n'avaient jamais touché les patients, il n'y avait pas eu de thérapie manuelle ou de choses comme ça. Sans dire que la thérapie manuelle ne serve à rien, bien sûr. Mais du coup, ça m'a énormément perturbée. Il a eu un discours qui a fait très très sens pour moi. J'étais vraiment paumée pendant très longtemps après. Aujourd'hui, ça va mieux, ça s'est un peu remis en place, ça reprend du sens. Alors, moi, j'ai fait des études. J'ai vu que les profs qui nous enseignaient, ils avaient des résultats, ils parlaient bien, c'était cohérent.
Et effectivement, quand on a commencé à me parler de lésions ostéopathiques, j'y ai cru. Enfin, je veux dire, et puis je suis rentré dans des études où si j'avais envie de survivre, il fallait que je fasse partie socialement et il fallait que j'existe avec les gens qui étaient autour de moi. Et donc forcément, j'ai cru à ça. J'ai cru à ça et puis j'ai essayé de trouver justement ces lésions primaires ou lésions ostéopathiques. Puis il y a des fois, on se retrouve un peu face à des incohérences quand certains profs nous disent des trucs, ou il y a un prof qui teste ça et puis un autre qui teste quelque chose d'autre et puis on trouve pas la même chose. Et puis on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise quand un prof teste après nous et nous dit non, c'est pas là où c'était. Et puis à un moment donné, on doit survivre et avoir ses examens. Donc on dit au prof ce qu'on a envie qu'il entende. Et il dit oui, c'est ça. Et puis il repasse avec les mains en disant effectivement, t'as raison, c'est bien ça que t'as senti. Donc il y a un moment donné, on se pose des questions. Et puis cette histoire il faut trouver une lésion primaire. Est-ce que j'ai trouvé la bonne? Ça me met dans un inconfort. Puis au bout d'une année de pratique, je pouvais plus continuer comme ça. Parce que je trouvais des trucs, je les traitais, les patients allaient mieux, ils revenaient, je trouvais la même chose avec mes mains. Ou alors je trouvais des trucs, je les traitais pas, je traitais autre part et les patients allaient mieux. Donc en fait, il y a un moment donné, c'était vraiment trop incohérent. Et puis quand je me suis intéressé au modèle biopsychosocial, j'ai compris ce que c'était la causalité linéaire du modèle biomédical. Et donc quand on fait un peu de neurosciences, on se rend compte que le corps, il est trop complexe pour qu'il y ait des relations de causalité linéaire si simplistes que ça. Et donc, ça a été beaucoup plus confort pour moi de mettre ce concept de côté. J'apprends ce qu'on me dit d'apprendre, je recrache ce qu'on me dit de recracher, et ensuite, je travaillerai comme moi je l'entends. C'est-à-dire avec ma rigueur, avec mon éthique, avec mon esprit, et non pas comme on m'a dit qu'il fallait le faire, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai mis... J'étais en échec scolaire toute ma vie, en sautant des classes, en redoublant des classes, en faisant jamais ce qu'on me demandait de faire. Et j'ai attendu, je pense, de me payer moi-même mes études pour me rendre compte que, ok, les clous des études, et donc les clous des règles de l'ostéopathie, et puis ensuite, tu fais ce que tu veux. Ensuite, c'est toi vis-à-vis de toi-même, toi vis-à-vis de la loi, toi vis-à-vis de tes patients. Et en gros, moi, ma pratique ostéo, elle est la même que la pratique kiné, c'est-à-dire d'abord une procédure extrêmement rigoureuse dans la chronologie. D'abord ce qui est sûr, et au fur et à mesure ce qui est de moins en moins sûr. C'était bien qu'on pense un peu tous pareil, quand même. Après, c'est pas grave, en sortant, on s'est fait un peu nos expériences, on a nos amis, tout ça, donc on en parle beaucoup, mais dans l'école, pendant les 5 ans, non, c'est quand même... on regarde un peu tous dans la même direction, quoi. Et il valait mieux pas trop en sortir. Des études scientifiques récentes ont montré que notre palpation n'était pas fiable, inter- et intra-examinateur, mais aussi que nos modèles explicatifs ne sont pas vraiment cohérents. Mais pour autant, devons-nous mettre notre manualité et notre tradition de côté? On a un savoir-faire qui nous a permis d'exister en tant que profession et qui a de la valeur, qui nous a permis d'aider nos prochains. Probablement que moi, comme je le vois, c'est qu'on l'a emballé dans un discours. Ce discours-là, il n'est vraiment plus acceptable aujourd'hui. Et ça, les critiques de l'ostéo, ils ont raison. On a un discours qu'on doit revoir. Mais maintenant, c'est le discours qui expliquait notre manualité. La manualité, je pense, on doit la garder. Donc, enlevons les emballages et tout ça. Et la manualité, on la met à nu. Et essayons de reconstruire quelque chose d'acceptable, de cohérent et qui permet de la transmettre. Je ne suis absolument pas pour enlever toute l'ostéopathie historique, parce qu'il est intéressant d'avoir la provenance de certaines pratiques, et surtout quand il y a des résultats cliniques, c'est toujours très intéressant d'avoir cette expérience. Donc j'enlève vraiment le côté expérience, mais plutôt expertise clinique, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher chez des thérapeutes qui ont une paluche depuis des années, qui ont touché des patients, qui ont une manière de voir l'ostéopathie, qui n'est peut-être pas une ostéopathie scientifique, mais ils vont pouvoir nous amener une expertise de leur pratique avec peut-être un retour qualitatif et non pas quantitatif de l'ostéopathie. La manualité, c'est la base de l'ostéo. On travaille avec notre main. Donc c'est la tradition, c'est la base. Mais cette manualité, il va falloir qu'elle évolue aussi. Il va falloir prouver que ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et pourquoi pas la faire évoluer. L'ostéo, c'est une médecine ouverte, médecine entre guillemets, sans prétention de se comparer avec la médecine traditionnelle. On a des outils où on sait que c'est pertinent pour les patients, au moins des outils de type
techniques, thérapies manuelles, etc., qui sont non spécifiques, donc pas spécifiques à l'ostéopathie, mais c'est dans notre champ de compétences, on peut le faire. Mais nos perceptions, elles sont singulières, en fait. C'est pas une histoire de fiable. Oui, non, c'est pas fiable dans le sens où tout le monde ne perçoit pas la même chose. Et ça, mais bien sûr que c'est pas fiable. Mais est-ce que c'est parce que c'est pas fiable, est-ce qu'il faut qu'on oublie tout? C'est ça la question. Ben, je pense pas, en fait. Mais ça sera jamais fiable. Comme je te dis, tu vas faire le même programme de course à pied que ton voisin, ben, il va peut-être progresser plus que toi. Ça veut dire quoi? Que le programme n'est pas fiable? Non, ça veut dire que vous avez des capacités différentes, vous avez une singularité, en fait. Et c'est le propre de l'ostéopathe, c'est une thérapie où la place de l'art est largement, j'allais dire largement égale, mais moi je pense qu'elle est supérieure à la place de la science. Il faut qu'il y ait de la science, mais c'est un mélange. Mais aujourd'hui, moi je me sens beaucoup plus artiste que scientifique. Je pense qu'il faut effectivement toujours avoir une attitude assez modérée sur le champ lexical de l'excès, sur tout mettre à la poubelle ou tout enlever. Dans les données probantes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est conforme au modèle evidence-based, il y a aussi des études de phénoménologie. Il y a aussi des études historiques. Et tout ça, ça fait partie aussi des données probantes. Parce que la science est très, très, très large. Il y a les sciences de nature, les sciences humaines et sociales. Et tout ça, ça nous renseigne sur les objets qu'on essaye d'étudier. Donc la manualité, certes, on a indiqué que la fiabilité de la palpation n'est pas très bonne. Mais la manualité n'est pas uniquement la fiabilité de la palpation. La manualité, c'est aussi le rapport intersubjectif qu'on a avec une autre personne, le champ représentationnel et l'accord entre le champ représentationnel du protagoniste qui est le thérapeute et du patient. Et tout ça, ça peut être déterminé par des outils contemporains comme l'entretien motivationnel pour évaluer les attentes du patient. Qui sont déjà un domaine assez normalement maintenant bien enseigné dans la formation continue, qui probablement devra rentrer dans l'enseignement initial, pour voir dans quelle mesure la place de la thérapie manuelle doit justement exister dans la consultation et lui donner la valeur qui répond aussi aux attentes du patient. Et on sait aujourd'hui, avec des données assez stables, que les patients sont en demande de thérapie manuelle et pas seulement de recommandations de gymnastique médicale ou d'exercices d'autonomisation, même si ça fait aussi partie de la littérature scientifique. Donc tout ça, ça fait aussi partie de la prise en charge et ça fait aussi partie des données probantes, bien sûr. On peut pas rester sur des enseignements fondamentaux, même s'ils ont leur qualité. On peut pas rester sur ces enseignements fondamentaux, aussi bien soit-il, juste par respect de la tradition, parce que voilà, c'était Steele qui l'avait dit comme ça. Oui, mais Steele, quelque part, il se réveillait aujourd'hui et il dirait « Oh les cocos, ce que j'ai dit depuis, vous dites toujours la même chose, vous n'avez pas évolué. Il faudrait peut-être évoluer, d'accord ?» Donc c'est juste ça, et c'est pas encore une fois un manque de respect envers les fondateurs de l'ostéopathie. Au contraire, je trouve que c'est la plus grande marque de respect qu'on a envers eux, de continuer le travail qu'ils ont fait, de pas s'arrêter à juste ce qu'ils ont fait. Eux, dans leur époque, ils ont progressé, ils ont amené des connaissances nouvelles, des applications nouvelles, ils ont progressé dans leur temps. Et alors, on doit s'arrêter là? Non, il faut continuer. Alors moi, je me considère vraiment comme un chercheur. Et pourquoi je me considère comme un chercheur? Parce que tout ce qu'on m'apprenait pendant les études d'ostéopathie, je trouvais ça pas fiable, pour les mêmes raisons que toi. On faisait des tests, c'était jamais la même chose. Sur la même personne, le même test 10 minutes après était différent que tu l'aies touché ou pas. Les résultats de chacun étaient différents. Le prof te donnait une autre réponse. L'ostéopathie crânienne, et je crois que je vais répondre à des questions ultérieures, je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais, en mettant mes mains sur un crâne, senti le moindre mouvement des os du crâne. Mettre ça à la poubelle, je pense que c'est pas une bonne idée. Mettre ça au second plan en se disant, tu sais, comme le petit outil que t'as dans ta boîte et que tu te dis, ça me servira peut-être une fois tous les 10 ans, mais je l'ai quand même. Et puis avec la photo, on est dans ce cas. T'as la petite lanière que tu sais que tu n'utiliseras que quand tu feras un trek, et à un moment donné, tu en auras peut-être besoin. Est-ce que il faut le mettre à la poubelle? Non. Est-ce que faut considérer que c'est ça le Graal? Bah non plus. La science a prouvé que le MRP, mécanisme respiratoire primaire en ostéopathie crânienne, n'existait pas. Et certains ostéopathes considèrent que l'ostéopathie crânienne et viscérale sont de la pseudoscience et de la dérive thérapeutique. Devons-nous continuer d'utiliser ces techniques qui ne sont pas validées par la science ou les mettre de côté au profit d'autres techniques plus valides? En France, c'est un rapport du Cortex qui a été publié 2016 de mémoire. Et avec mon ami Francesco Ceritelli, on avait publié tous les deux un éditorial de l'iJob en réponse à cette revue de littérature. Donc il y a d'un point de vue
méthodologique, c'est important aussi, hein, la culture scientifique, de comprendre, de pas se focaliser juste sur les résultats, mais de regarder qui le fait et quelle est la méthodologie. Donc une revue systématique de la littérature, on va dire que quand on s'y connaît un petit peu en recherche scientifique, on peut orienter un petit peu le résultat en fonction des articles, des critères d'inclusion. Donc ça, c'était un point méthodologique qu'on avait soulevé avec Francesco, parce que sur ce modèle-là, sur cette revue de littérature-là, ils n'ont pas inclus toutes les études qui sont faites, par exemple en Italie, sur la néonatologie, où il y a des techniques d'ostéopathie crânienne. Donc il y a toujours une volonté derrière. Donc je crois que de mémoire, c'était des kinés qui étaient financés par l'ordre des kinés pour évaluer des techniques faites par des non-kinés. Donc, mais ça a été, c'était marqué noir sur blanc dans le conflit d'intérêts. Donc il n'y a aucun problème. Donc ce qui m'inquiète plus, c'est pas que ces kinés aient fait ce travail, c'est que les ostéopathes, depuis 2016, aient pas fait de droit de réponse. On est les seuls à avoir fait un droit de réponse qui soit publié. Cortex, ça a été, tout le monde sait que ça a été téléguidé, que ça a été téléguidé au moins par le Conseil national de l'ordre des kinés. Voilà, c'est tout. La réponse, elle est là. C'est leur problème. Régulièrement, j'inclus la tête de mes patients dans mon travail manuel. Et je ne fais pas de thérapie crânio-sacrée pour autant. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, tiens, et cette manualité que j'ai appris justement avec Pierre Fricot, comment l'expliquer? Donc les principes, c'est de se dire que plutôt que revenir sur des mobilités qui n'existent pas, des mobilités inhérentes du cerveau, de la moelle et toutes des choses comme ça qu'on n'a jamais pu prouver, c'est de revenir à la base. C'est-à-dire, tiens, demain, je me prends un choc dans le visage, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que mon visage, ma tête allait bien, je me prends un choc dans le visage, ma tête peut très bien s'en remettre très bien et on n'en parle plus, il n'y a pas besoin de faire de science. Mais ma tête, au moment où elle se prend le choc, elle va devoir dissiper l'énergie du choc en se déformant. Et ça, on a plein de littérature là-dessus, et puis c'est la base, tous les matériaux se comportent comme ça. L'idée, c'est de se dire, est-ce que suite à ce choc, il peut y avoir des changements qui ne sont pas juste transitoires, qui font que la texture de cette région de la tête a changé, le comportement mécanique a changé. Donc là, on est dans de la plausibilité, ça n'a pas encore été démontré, mais est-ce qu'on est capable manuellement et de manière relativement fiable d'évaluer une modification significative de la texture, du comportement mécanique de cette zone de la tête? Et si oui, est-ce qu'on est capable avec nos mains de faire quelque chose, donc cette manualité, donc là on ne sait toujours pas quoi dire, mais c'est un traitement manuel qui va contribuer à ce que cette région retrouve spontanément un état optimal qu'elle avait perdu suite à la rencontre avec ce ballon, cet objet ou quoi que ce soit. C'est marrant parce que je travaille, je pense, 80% de crâne et de viscéral. Je travaille vraiment beaucoup plus que typiquement mon compagnon qui est ostéo aussi, qui lui va être un petit peu plus sur la structure. Enfin, moi, j'ai vraiment orienté ma pratique là-dessus et j'ai plein de gens qui me disent « Ah, mais j'ai jamais vu d'ostéopathe qui travaillait autant les viscères ou même le crâne, parce que je passe beaucoup de temps là-dessus. » Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'ils découvrent, quoi. Et pourtant, on nous l'a appris à l'école, hein. C'était des cours qui avaient autant d'importance que le structurel. Et pour moi, ça me parle pas beaucoup, hein, ce que tu me dis, parce que vraiment, je base ma pratique là-dessus et j'ai des bons retours, donc voilà. Mais moi, je suis OK avec ça. L'ostéopathie crânienne, j'ai jamais cru. Les os du crâne, ils sont figés, ils ne peuvent pas bouger. Enfin, c'est une évidence. Par contre, quand tu mets les mains sur un crâne, que tu sentes qu'il y a des mouvements, que ça se relâche, que ça bouge, que quand tu tiens un crâne dans les mains, que en le touchant d'une certaine façon, toi-même relâché, ton relâchement influence le patient et que littéralement son crâne et donc son système nerveux se repose dans tes mains et que par effet réflexe, tes structures musculaires qui se détendent, que ton corps s'ouvre et qu'il soit beaucoup plus disponible à la régulation, c'est une évidence totale. Donc mettre les mains sur un crâne et influencer le système nerveux, oui. Quand on dit le MRP n'existe pas, c'est prouvé. Qui l'a prouvé? Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça n'existe. On dit ah ouais, ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de preuve que ça existe. Mais il n'y a pas de preuve que ça n'existe pas. Donc, on est dans une espèce de no man's land. Il y a des choses qui marchent. Alors, comment on fait? On fait pas parce que c'est pas prouvé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et même si toi, tu sens pas des choses, même si telle machine n'arrive pas à ressentir des choses, il y a des gens qui ressentent. Et je crois que ça, c'est important de se dire qu'on est inégaux et pas cracher sur son voisin. Encore une fois, on en revient à l'humilité, en fait. Mais si toi, le MRP, ça te parle pas, c'est OK, en fait. Il y a des patients qui viendront te voir et qui seront contents de ce que tu feras. Tu feras peut-être que du structurel ou que du neuromusculaire, j'en sais rien.
Et je pense que tu satisferas des gens. Le MRP, je pense qu'encore une fois, on se trompe de combat. C'est pas est-ce que la SSB fait ça, etc. Non. C'est est-ce que tu arrives à percevoir si ça bouge, si ça vibre, comment ça vibre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est toute la nuance dans ta perception. C'est l'affinement de ta perception que, grâce à la recherche du MRP, tu vas travailler, en fait. Tu vas affiner tes perceptions. Et ça te permet d'être extrêmement précis. Ça te permet de mettre les bonnes intentions. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Les résultats des ostéos peuvent être extrêmement différents à cause, je pense, de cette sensibilité. C'est toujours le problème. Le problème, je pense que c'est pas l'ostéopathie. Le problème, c'est que certains ostéopathes chopent des concepts pour en faire des trucs à leur sauce qui les arrangent bien parce qu'on peut pas prouver l'inverse. Si le MRP, c'est une tension ou un flux qui arrive et qui fait que il y a une petite expansion de quelque chose, ouais, ok. Ça, tu peux le prouver dans tous les sens. Ne serait-ce même qu'avec le liquide céphalorachidien. Est-ce que c'est comme ça que le MRP est vendu dans les écoles ou vendu par les ostéo-énergéticiens? Clairement non. Eux, ils disent que ça a une amplitude, que ça a une tension, que ça a des paramètres, que tu peux agir sur ces paramètres et que ces paramètres-là sont en corrélation étroite avec les symptômes. Ben, en fait, ça, on n'en sait rien. Quel que soit l'endroit où on va poser la main sur le corps, la réponse va être la même au niveau systémique. Donc qu'on pose la main sur la tête parce que ça fait plus sens, le lapsus. Ça fait plus sens pour le patient qui a vu 3 personnes qui ont touché le genou et la colonne lombaire et qu'il y a quelqu'un qui vient appuyer sur la tête. Ben c'est peut-être ça qui va déclencher chez lui des systèmes placebo. Je ne vois plus dans cette approche-là qu'on propose, je ne vois plus comme des super inducteurs de placebo et ce qui est une composante extrêmement importante des croyances socioculturelles en santé. J'encourage les ostéopathes qui nous regardent à, peut-être il n'est jamais trop tard, de faire une revue de la littérature, mais qui va inclure d'autres choses et qui va se placer non pas sur un modèle scientifique, mécaniste de cause à effet, mais plus sur un modèle de pratique, comme nous on l'a proposé avec le cadre conceptuel Kinefin, c'est-à-dire il y a des patients à qui ça va faire sens de faire cette technique, il y a des patients, ça va pas leur parler du tout. Donc on va s'adapter. On inclut ça plus sur comment est-ce qu'on a inclus ces techniques dans un système de croyances particulières pour des patients particuliers qui en font la demande. Le gros problème, c'est que souvent, ça peut être mal interprété ou on va dire je fais cette technique parce qu'il y a eu cet ostéopathe qui me l'a montré et donc c'est ces arguments d'autorité. C'est pas comme ça que je vois les choses. Quand on est scientifique, par définition, on remet tout en question tout le temps. Le savoir, c'est quelque chose qui est continu et c'est ça l'avantage de l'evidence-based practice, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui ont servi temporairement à transmettre des compétences professionnelles qu'on a aujourd'hui. Et il faut remercier tous ces anciens ostéopathes que tu as nommés, parce que s'ils n'avaient pas été là, on ne saurait même pas que ça existe. L'avenir de l'ostéopathie passe aussi par la formation et l'enseignement. Et il est intéressant de faire un point sur ce que l'on enseigne à nos jeunes étudiants qui seront les ostéopathes de demain. C'est pour cette raison que je me suis rendu dans une école d'ostéo à Eurostéo Aix-en-Provence où j'ai rencontré son directeur, Jérôme Nourry, et je lui ai posé quelques questions sur l'enseignement, mais également j'ai eu la chance de rencontrer Bertrand Bourriot du CESO Paris, une école à temps plein. Est-ce que les attentes des étudiants ont évolué ces dernières années face à l'enseignement, c'est-à-dire plus de demandes de preuves dans les modèles explicatifs, mais aussi comment ont-ils fait évoluer la formation pour mieux répondre à ces attentes? Les attentes des étudiants ont beaucoup évolué depuis quelques années. Les attentes et la population d'étudiants. Alors nous, on est dans un cadre un peu particulier à Eurostéo parce que nos étudiants sont tous professionnels de santé, c'est-à-dire qu'ils sont médecins, kinés, sages-femmes, infirmiers, podos, uniquement. C'est un cadre qui est défini par la loi. Donc on a des gens qui sont déjà des médicaux ou des paramédicaux et qui sont déjà formés à cette scientificité. Notre public a évolué, il est beaucoup plus basé sur cette base scientifique et donc il est très en demande. C'est logique et à nous d'y répondre. La finalité des études, c'est d'avoir un cabinet. Donc les étudiants, ils vont à un cabinet qui tourne et pour que le cabinet tourne, il faut qu'il soit efficace.
Et comment il peut être efficace? Uniquement parce qu'il a appris des techniques de raisonnement, des outils cliniques qui lui permettent d'être efficace sur un patient pour une prise en charge optimisée. Par contre, ce qui a changé, c'est vraiment les outils qui sont à sa disposition. Donc en effet, l'étudiant, via Internet, les réseaux sociaux, dans tous les sens, il n'y a pas que des fake news évidemment. Heureusement, il y a beaucoup de données qui sont très intéressantes et consultables par tout le monde. Donc c'est évident que l'étudiant, il a beaucoup plus d'accès à ces données-là. Donc forcément, ça va hisser le niveau de la formation parce que l'enseignant, qui est son référent, qui va diluer son savoir aux étudiants, il faut forcément qu'il soit à niveau pour pouvoir enseigner aux étudiants. Donc le monde de la formation a énormément changé grâce aux neurosciences, et donc notre formation a évolué là aussi. Et puis je pense que envoyer les formateurs se former à la recherche, envoyer nos formateurs faire des licences ou des masters, on a une quinzaine de formateurs à l'école qui ont un master de métier de formateur d'adultes, et ensuite certains sont en train de faire des doctorats, ça augmente le niveau de scientificité de l'équipe, et donc ça va enrichir les étudiants qui eux aussi vont avoir envie de devenir chercheurs. Et donc ça monte ce niveau de scientificité, ça répond à la demande de nos étudiants, et je pense que ça répond aussi à l'avenir de l'ostéopathie qui va être de mettre la science en lien avec la tradition. Comme dans n'importe quelle entreprise, en l'occurrence en école d'ostéopathie, on a une veille de littérature, une veille scientifique, c'est-à-dire qu'on a des ostéopathes qui sont formés pour voir qu'est-ce qui sort à tel moment, qu'est-ce qui sort, enfin toutes les semaines, tous les mois, ils vérifient un petit peu ce qui est mis à jour. Et ça permet d'éduquer un petit peu les enseignants aussi en disant on vérifie le programme des enseignants, est-ce qu'ils ont mis à jour leurs données pour les enseigner aux étudiants, et ça nous permet aussi de faire des réunions avec tout le corps enseignant pour leur dire tiens, à partir de maintenant, il y a ça qui est sorti, il faudra essayer d'appliquer ce modèle-là, et il y a ça qui est en train de sortir, on verra comment on pourra l'utiliser celui-là à ce moment-là. Donc forcément, cette veille de littérature et cette veille scientifique permet de hisser le niveau des enseignants et du coup par définition des étudiants ensuite. Déjà, ce serait d'investir dans la recherche, de produire des briques élémentaires de savoir, comme dirait mon ami Marco Gabuti, pour faire en sorte qu'on avance. Le début de l'enseignement, c'était très basé sur style, concept ostéo, etc. Tous ces cours-là, on les a eus. Et c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était quand même une période où le BP n'était pas encore si répandu que ça, on n'en entendait pas beaucoup parler. Et vers la fin de mon cursus, j'ai commencé à avoir quelques profs qui s'y intéressaient un petit peu plus, etc. Mais globalement, en fin de cursus, on n'était pas 100% EBP, on était un peu sur tous les sons de cloche. J'ai eu la chance justement de voir un peu deux écoles différentes parce que j'ai commencé à Aix, à l'ISODEX, qui était un poil plus ouvert d'esprit, dans le sens où c'était des concepts un peu plus larges, avec un laisser-penser un peu plus facile. Et l'école d'Aix a fermé, donc du coup on est parti sur Marseille. Et c'était différent, intéressant aussi, mais différent. Un peu plus carré, un peu plus méthodique. Donc du coup j'ai réussi à évoluer un peu en ayant idée de manières de faire différentes, donc c'était intéressant. En tant qu'ostéopathe, nous avons une grosse boîte à outils et nous utilisons, selon nos patients, selon les croyances, les préférences de nos patients, certains outils par rapport à d'autres. Mais vouloir pratiquer avec que des techniques validées par la science, c'est peut-être réduire notre boîte à outils. Est-ce que ce ne serait pas finalement un appauvrissement de notre profession? De là, en fait, essayer d'uniformiser les pratiques va à l'encontre de la singularité de chaque ostéopathe et appauvrit globalement la profession. Sachant que les patients ne veulent pas voir des clones, en fait. S'ils vont à droite, à gauche, etc., c'est pour avoir des approches différentes. Et c'est ça qui marche. Les manipulations cervicales ne rentrent pas dans les recommandations de bonnes pratiques de prise en charge de gens qui ont des céphalées de tension ou des migraines, parce qu'en fait, on a juste prouvé que ça avait un petit intérêt pour l'intensité ou la fréquence, donc un des paramètres des céphalées de certaines personnes, d'une certaine population, d'un certain type de technique, c'est trop précis, et donc ça ne rentre pas dans les recommandations. Alors là, tu as deux choix. Soit tu te dis, c'est pas dans les recommandations, ça a prouvé un peu son intérêt, je fous ça à la poubelle, ou alors tu te dis, ça a un peu prouvé son intérêt, c'est pas dans les recommandations, donc je vais d'abord faire les recommandations, et ensuite je choperai un petit peu ça. Alors je pense que c'est sans doute un des arguments qui est utilisé par des ostéopathes que tu as appelés un peu traditionnalistes, souvent par méconnaissance de ce que c'est que la science. Parce qu'en réalité, moi je vois ça plutôt comme un enrichissement.
C'est-à-dire que globalement, les ostéopathes, ils ont la satisfaction des gens. Ça, on fait des essais quand on mesure, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, y compris la presse vraiment grand public. L'ostéopathie, globalement, ça, c'est plutôt efficace. La thérapie manuelle, en général, il y a des données probantes qui montrent que c'est mieux de faire de la thérapie manuelle que de faire semblant de faire de la thérapie manuelle à certains égards. Donc, voilà, il faut être modéré par rapport à tout ça, et probablement la crainte, c'est de dire ce que je raconte n'est pas valide. Donc ça, peut-être que si on a répété un discours qui en plus a fait l'objet de formations continues, qui ont des fonctions rémunératrices, et qu'on a fait des enseignements, peut-être parfois avec beaucoup d'autorité, pendant 10, 15, 20, 30 ans, ça peut être douloureux de se confronter à des données probantes et de se dire, finalement, ce que j'ai dit n'est pas vraisemblable. Voilà. Donc ça, je peux l'entendre, que ce soit difficile et qu'une attitude cognitive normale est de résister en essayant de dire oui, mais ce sont des méchants médecins qui veulent détruire leur profession, ou des méchants scientifiques qui n'ont d'autre vocation que de réduire la profession en peau de chagrin pour la faire absorber par d'autres et donc de perdre finalement notre militantisme qui consistait à défendre l'ostéopathie comme une profession à part entière. Donc pour des gens qui ont mené un combat toute une vie, je pense que c'est assez raisonnable comme attitude dans un premier temps. Ensuite vient le temps de la réflexion, de manière un peu plus médiate, où là il faut prendre le temps d'examiner normalement aussi ses arguments pour voir si on peut reconsidérer son point de vue. C'est quand même un enrichissement, parce que ça a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire des enrichissements ontologiques, c'est-à-dire d'amener le regard scientifique sur des éléments qui jusqu'alors n'étaient pas appréhendés par les sciences médicales conventionnelles. Parmi ce courant scientifique, certains ostéopathes voudraient couper les liens avec l'histoire et la tradition de l'ostéopathie, criant à la dérive thérapeutique et sectaire de certaines pratiques ostéopathiques enseignées par des ostéopathes traditionnels. Y a-t-il un conflit de génération entre les jeunes ostéopathes omnubilés par la science et les anciens ostéopathes du courant traditionnel, considérés comme des gourous par ces jeunes? Alors pour travailler sur l'épistémologie, c'est-à-dire notamment ce qui fait la théorie de la connaissance, ce qui fait qu'une connaissance est une connaissance par exemple, et sur l'histoire de l'ostéopathie, ça répond en fait à des écueils très contemporains sur les notions d'identité. C'est un peu ce que j'ai défendu dans un article qui a été publié très récemment dans l'IGEM, dont on avait discuté ensemble déjà. Sur les théories d'identité, il y en a beaucoup, on m'a déjà interrogé dessus, il y a eu des vidéos qui ont été faites dessus. Mais souvent, c'est plus rassurant pour la pensée d'être très dichotomique, en faisant des on-off questions sur l'ostéopathie, ça doit être ceci ou ça doit être cela. Ce que j'avais par exemple défendu dans cet article, c'est que l'identité, par exemple chez Paul Ricoeur, il y a deux types d'identités qui, une fois qu'elles sont associées, vont permettre de parler d'identité en général. Il y a l'identité idem, qui est que quelque chose reste constant dans le temps, et l'identité ipse, qui est qu'il y a des petites variations temporelles. Et c'est l'association des deux qui fait qu'on reconnaît une personne ou éventuellement une profession et on lui a donné des propriétés générales. Donc ça permet d'assouplir un petit peu cette on-off question sur l'ostéopathie doit répondre à ceci ou cela impérativement, parce qu'on voit bien que faire des définitions en identité, c'est très compliqué. Mais le fait qu'il y ait des courants de pensée comme ça, et que je sois attaqué moi, et pas que moi, l'ostéopathie en général, des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, comme Pierre Tricot, qui a participé à l'ostéopathie, à sa reconnaissance en France, qui a traduit des livres, qui a passé des centaines d'heures à ça, qui a enseigné une ostéopathie finalement très pragmatique, à Patrick Giot, qui est un médecin qui s'occupe de ça aussi, je pense à François Laurent aussi, qui a fait partie des ostéopathes qui ont permis à l'ostéopathie d'être reconnue, que je les vois injuriés, alors que je les connais, quand je vois ce qu'ils ont donné à la profession, au temps, quand je connais l'énergie, moi que je donne aussi en créant un centre de recherche où je me suis ruiné, j'aurais pu vendre tout ce que j'avais et partir en bateau et prendre ma retraite et de vivre et de me mettre en danger comme ça et de voir comment c'est reçu en face, ça me fait de la peine. Tous les ostéopathes dits un peu traditionnels ont quand même une humilité assez importante, je trouve. Il y en a peut-être qui dérivent un peu dans des délires de gourou, admettons, mais j'en ai pas rencontré. Franchement, il y a cette dérive-là du côté de tous ceux qui prônent, qui créent à la dérive sectaire chez tout le monde, en fait. Enfin, il y a quand même 2-3 extrémistes, j'ai l'impression, d'ostéo. Ouais, je crois que ça, c'est un peu dangereux, quoi. Enfin, critiquer les autres et rentrer, tu vois, en croisade, en mission contre une autre partie de la population d'ostéopathes, je crois que c'est très malsain, en fait.
c'est extrêmement malsain. Et je pense que si déjà tout le monde faisait de son mieux, parce que je crois qu'on fait tous de son mieux, et c'est cool, ça satisfera les patients. Alors justement, pour moi, il y a deux positions extrêmes qui sont toutes les deux confortables. C'est-à-dire, ou bien je dis, la science, ça va 2 minutes, mais moi, quand je suis en cabinet, j'ai envie de faire ce que je veux, et je suis ostéo, donc j'ai carte blanche, parce qu'on n'a pas d'acte et tout ça. Et donc, c'est une position très confortable, ou dire, mais la science peut pas tout expliquer, chacun sa vérité, et donc, tout est possible, tout est permis, et donc là, c'est une position confortable, parce qu'on peut tout faire. La position de l'autre extrême, c'est une position scientiste que certains ostéos adoptent et que certains étudiants adoptent, qui est très confortable aussi. C'est-à-dire, je regarde, est-ce que c'est prouvé ou pas? C'est pas prouvé, je ne m'encombre pas avec ça. Donc c'est pas prouvé, je fais pas, ça vaut rien, on jette et machin. Et c'est comme ça qu'on jette l'approche crânienne et tout. Et c'est très confortable parce qu'en fait, bah, t'as la littérature derrière toi. Tu prends pas de risque, tranquille, c'est prouvé, c'est pas prouvé. Non, moi je fais ça. On se rend compte en discutant, parce que je discute régulièrement quand même avec des chercheurs. Et c'est pas si simple que ça. Ils se rendent compte qu'en fait, même ceux qui pensent faire une pratique basée sur la science, souvent, si on décortique bien l'étude ne montre pas, ne va pas aussi loin que la clinique. Elle montre juste que peut-être si on fait comme ça et qu'il y aura un peu. Et donc, souvent les gens qui disent, moi, je suis EBP, en fait, ils pensent être EBP. Finalement, on est avec des patients dans un cabinet. Ces patients sont en difficulté. Et avec nos moyens d'interagir intelligemment avec eux, on va essayer de les aider. Point barre. À partir de quel moment tu détermines que ce que tu fais est EBP ou pas? À partir de quel moment, à partir de quelle limite tu détermines que une action de santé pour un patient est tamponnée, validée par la science? En fait, c'est quasiment impossible. Quand on est à sa place, par définition, on prend la place de personne d'autre. Donc si on est capable d'expliquer ce que l'on fait en tant qu'ostéopathe, quel que soit le système de croyance de nos patients, on est en plein dans l'evidence-based medicine. Et la science, moi qui ai été chercheur à temps plein, je sais faire la science du modèle médical, en fait, de la physiologie, l'IRM, et je suis en train de travailler avec d'autres personnes qui font de la science aussi beaucoup plus qualitative, mais avec ces croyances socio-culturelles en santé issues des médecines traditionnelles indigènes qui voient leur corps de façon différente du modèle occidental. Donc on est dans d'autres systèmes épistémologiques de comment on différencie les sciences qui sont disponibles pour soigner un autre être humain. Voilà, tous ces vieux ostéopathes qui viennent de lignées, qu'ils n'arrêtent pas de nommer, Steele, Sutherland, Becker, Gellus pour ma part, et d'autres, Fulford et plein d'autres, Ann Wells, ils disent mais ces gens-là prônent des enseignements dans lesquels il y a plein d'erreurs scientifiques. Mais en fait, ce sont des chercheurs. Aucun chercheur n'avance sans faire des erreurs. Et c'est pas parce que les chercheurs d'antan ont fait des erreurs et qu'on obtient maintenant les certitudes qu'on peut avoir par la science qu'il faut leur cracher dessus. Il y a vraiment une histoire de respect. L'ostéopathie, c'est une médecine de respect. On parle beaucoup de science dans ce documentaire. On a l'impression que la science commence à peine à évaluer l'efficacité de l'ostéopathie. Mais il y a déjà beaucoup de littérature à ce sujet. Qu'est-ce que la science a été capable d'évaluer sur l'efficacité de l'ostéopathie? Alors, ce qu'elle a été capable d'évaluer, il y a plusieurs choses. Il faut toujours prendre des pincettes avec la science parce qu'on ne peut jamais dire ce qui est vrai. On peut toujours dire ce qu'il y a de moins faux aujourd'hui. Et ce qu'il y a de moins faux aujourd'hui, en sachant que les études peuvent toujours être améliorées, il y a un truc qui est très important à savoir et qui n'est pas assez su. Et c'est en 2018, dans l'IJOM, il y a une auteure qui s'appelle Sarah Coutou, qui a produit des données assez intéressantes. Elle a regardé l'efficacité de l'ostéopathie sur les facteurs psychosociaux. Et on sait aujourd'hui que dans la douleur chronique, la prise en charge des facteurs psychosociaux était importante. Et donc, donc c'est une revue de littérature, il y a 16 études, et les résultats sont assez intéressants parce que donc ils ont étudié l'efficacité sur la dépression, sur le catastrophisme, sur la peur-évitement, sur l'amélioration de l'état de santé, et sur un autre paramètre, la qualité de vie, c'est ça, c'est le paramètre que j'avais oublié. Et en fait, apparemment, il semblerait que la prise en charge du traitement manipulatif ostéopathique a une efficacité
statistiquement significative sur tous ces paramètres psychosociaux. Donc ça, c'est une première chose pour dire que, effectivement, alors, est-ce que c'est que l'ostéopathie? Mais en tout cas, c'est ce qui a été évalué, en fait. Un peu quand même souvent cette petite musique qui consiste à dire qu'il n'y a pas beaucoup de preuves scientifiques en ostéopathie. Je crois qu'il faut vraiment voir la réalité en face. Moi, dont c'est le métier de faire de la science, j'ai du mal à me tenir à jour de toutes les publications qui concernent la médecine manuelle en général et l'ostéopathie en particulier. Donc c'est compliqué de faire un bilan exhaustif. On peut donner quelques exemples à titre illustratif, qui prétendent pas du tout à l'exhaustivité. Par exemple, on a pu indiquer que l'ostéopathie n'a pas une forte sinistralité. Pour le dire autrement, on sait que l'ostéopathie, c'est pas forcément quelque chose de très dangereux. Pour ça, il a fallu faire des collections épidémiologiques pour voir, par exemple, quels sont les risques vasculaires du rachis cervical. Je pense aux recommandations internationales qui ont été faites par Stephen Vogel, Roger Kerry, etc., d'autres. Il y a aussi des études sur les capacités attentionnelles, la disponibilité attentionnelle du thérapeute. Notre collègue Francesco Ceritelli, il a mis des patients sous des IRM fonctionnels pour voir ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand un thérapeute qui touche un patient est concentré et quand on distrait son attention. Et alors que le patient n'a aucun moyen de savoir sensoriellement que le thérapeute est concentré ou distrait, il se passe des choses différentes en réalité dans le cerveau du patient. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on sait aujourd'hui sur, par exemple, la recherche fondamentale, sur les effets, par exemple, des manipulations. Il y a une revue systématique, donc quelque chose avec le plus haut niveau de preuve dans la hiérarchie des preuves de la Haute Autorité de Santé, qui a été faite par nos collègues Loïc Treffel, Quesava, etc., sur le fait qu'il y a des biomarqueurs qui existent et qui changent lorsqu'il y a une manipulation, par exemple, qui est réalisée. On sait que, par exemple, ça a une action sur le cortisol, donc c'est anti-inflammatoire. Donc, il ne se passe pas rien. On sait qu'il y a une partie non spécifique qui est probablement beaucoup plus grande que la partie spécifique, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet spécifique dans la manipulation. Parce que il y a des études, et notamment l'étude qu'on a faite dans le JAMA, a montré une différence statistiquement significative des dysfonctions somatiques chez les patients qui avaient des douleurs lombaires chroniques par rapport à ceux à qui on faisait un traitement placebo. Donc statistiquement, il y a une différence. Donc elle est faible, mais elle existe. Globalement, on s'est aperçu que d'un point de vue physiologique, on pouvait faire des techniques très spécifiques, mais la réponse, elle était à chaque fois globale, elle était systémique. Donc, toutes les modèles en ostéopathie qu'on nous avait appris où il fallait être extrêmement spécifique sur une articulation, sur une facette pour initier ce type de réaction, et ben tout ça, on s'est aperçu qu'il y avait plus la physiologie pour le faire. Et ensuite, il y a eu d'autres études qui ont été faites par la suite au niveau clinique, où on s'aperçoit pareil que ce qu'on appelle placebo ou ce qu'on appelle une vraie technique, physiologiquement, le patient va pas faire la différence. En revanche, c'est tout le discours qui va à côté, en fait. Donc c'est pour ça que tout notre travail, maintenant, il s'oriente plus vers les neurosciences de la douleur, sur les neurosciences des perceptions, comment les personnes vont pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur propre corps. Et ça, c'est largement influencé par les croyances socio-culturelles en santé. L'ostéopathie est encore la cible de critiques régulières et notamment par d'autres professions de santé comme les médecins, les kinésithérapeutes. On a pu voir récemment sur les réseaux sociaux une campagne d'ostéobashing sur les risques d'incidents après manipulation cervicale. Alors que la science nous montre pourtant que ce risque est extrêmement faible. Ça nous amène à cette question, est-ce nécessaire que l'ostéopathie évolue avec la science pour gagner en crédibilité face aux médecins, aux kinésithérapeutes et aux autres professions de santé? Complètement. Ça, j'ai toujours été pour. Enfin, globalement, moi, je suis pas dans la démarche, mais je suis pour que ça évolue et si c'est pour nous rendre un peu plus crédibles, même si j'ai l'impression quand même que ça va de mieux en mieux, parce qu'il y a des résultats, parce que tout ça. Écoutez, je vais vous raconter une histoire, parce que j'aime beaucoup les anecdotes, les histoires qui me sont arrivées. D'accord? Il y a, je sais plus combien, 25 ans, peut-être même plus. Un de mes amis qui était professeur à l'école, qui était médecin, qui est le docteur Philippe Mahé, je sais pas si vous avez entendu parler de lui, d'accord, qui travaillait au service des grands prématurés à Nord. Puis un jour, il est venu me voir et il m'a dit, il faudrait que tu viennes voir le professeur Palix avec moi. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut parler d'ostéopathie. Il veut que tu lui parles d'ostéopathie. On y est allé, on a parlé d'ostéopathie, mais j'ai employé mes mots à moi. J'ai pas employé de mots scientifiques. Ils ont parfaitement compris. Ils ont tout à fait compris. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait un langage purement scientifique.
Eux aussi, ils parlent le langage de tous les jours. Faut arrêter. Le problème, c'est que l'ostéopathie a une volonté de devenir de plus en plus scientifique. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de données qui vont dans notre sens. Donc, pour l'instant, ça nous crédibilise pas beaucoup parce que les données sont plutôt pessimistes. On pourra parler de différentes études qui sont sorties. Par contre, sur la thérapie manuelle en tant que telle, il y a des choses intéressantes à aller chercher qui sont superbes. Et effectivement, face au corps médical, ça nous amène une légitimité là où on était charlatan. Donc, c'est super et allons-y à fond. C'est évident pour moi parce que avant, on était un petit peu en marge du système de soins. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance. Et pourquoi il n'y avait pas de reconnaissance ? Parce qu'il n'y avait pas de recherche, et il n'y avait pas de validité scientifique de ce qu'on faisait. Maintenant, quand on parle de recherche, on parle forcément d'équipes, des équipes de recherche. Université, laboratoire, chercheurs, laborantins, médecins, ostéopathes maintenant. Donc c'est qui est bien. Et vu qu'on parle le même langage, parce qu'on a un discours scientifique, on a la même méthodologie de recherche, on parle ce discours commun pour amener la profession à être la plus efficace possible et avoir la meilleure prise en charge possible des patients. Alors oui, forcément. Je ne pense pas qu'on puisse s'en priver. Je pense qu'il faut s'appuyer sur la tradition, parce que c'est la base, mais tant qu'on n'aura pas un niveau de preuve suffisant, on n'aura pas la crédibilité nécessaire. On le voit bien partout, la médecine, elle évolue vers un niveau de preuve de plus en plus important, et on ne peut pas faire autrement. Donc forcément, c'est une obligation. La contrainte, c'est que pour ça, il faut nous donner des budgets. On sait qu'une recherche, quand elle est poussée, ça coûte au moins 250 à 300 000 euros. Donc il faut nous donner des budgets, il faut qu'on ait les budgets, donc il faut du temps pour les trouver. Il faut que les conditions ne soient pas trop compliquées à mettre en place. Ça a été un peu complexifié par la loi Jardé, mais on arrive encore à trouver des solutions. Et puis surtout, il faut qu'il y ait des ostéopathes qui fassent des doctorats de recherche et qui puissent devenir chercheurs. Alors l'évolution scientifique de l'ostéopathie, probablement le sujet principal, le destinataire principal de cette question, c'est le patient. Parce que le patient doit pouvoir choisir. Et pour qu'il puisse faire son choix le plus éclairé, comme on l'a dit au début, il faut qu'il ait toutes les informations. Et les informations, s'ils reposent uniquement sur des croyances ou de la spiritualité, il faut que le patient ait la possibilité de dire « ça me convient et je fais ça », mais en connaissance de cause. Ce qui est dérangeant pour des épistémologues ou des scientifiques en général, c'est de maquiller quelque chose avec la mauvaise étiquette, c'est-à-dire d'estampiller quelque chose de connaissance scientifique alors que ça relève plutôt d'une croyance individuelle ou d'une croyance religieuse. Voilà. À partir du moment où on est transparent, les gens ont le libre choix de faire ce qui leur semble le plus approprié. Donc est-ce que c'est une nécessité ? Probablement, c'est pas vraiment à moi de décider, ce serait plutôt aux personnes qui sont impliquées dans la politique de la discipline, aux associations socio-professionnelles représentatives ou non représentatives, ou aux ostéopathes, mais clairement pas aux scientifiques comme moi. On n'est pas des gens qui sont des personnes prescriptives. Nous, dans le meilleur des cas, on fait notre travail et ensuite, le fruit de notre travail, ça ne nous concerne déjà plus. C'est terriblement difficile de rassurer un étudiant ou un thérapeute qui doute de son enseignement ou de sa pratique quotidienne. C'est pourtant des dizaines et des dizaines de messages que je reçois régulièrement de la part d'ostéopathes qui ne trouvent plus leur place dans cette double facette de l'identité de l'ostéopathie. Dans quel clan suis-je ? Suis-je dans la bonne voie ? Dois-je prendre un virage en m'appuyant sur les preuves scientifiques disponibles ? Que diriez-vous à ces thérapeutes qui doutent ? J'ai envie de dire qu'il y a de quoi douter. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire du coup ? Après, ça dépend des écoles aussi. Et de toute façon, on va tous avoir notre sensibilité et se rapprocher de différents trucs. Et je pense que même quand tu es enseignant, tu vois qui est réceptif à ce que tu racontes ou pas. Pendant longtemps, j'étais paumée. Et je suis toujours pas sûre d'être à ma place aujourd'hui. Mais disons que je la prends de plus en plus. Mais c'est super long en fait. Et c'est pas mauvais de douter, c'est la base de la remise en question. Donc, Par principe, douter, pour moi, c'est vraiment bien. Donc ça me va. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à suggérer d'avoir le maximum de certitude pour se permettre de faire évoluer le doute. Tu vois, un peu là, on vient d'installer les appareils photo. Les certitudes, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan large là, il faut qu'il y ait un plan serré qui vient d'un peu plus loin, que toi, tu es positionné à cet endroit-là, que la lumière vient de là, ça, c'est des certitudes. Autour de ça, on peut mettre un plan là-bas, on peut mettre un plan là, et se laisser être très créatif. Si tu commences par se dire, on va mettre une caméra là, et puis on va mettre la lumière que derrière, tout de suite dans l'ombre, mais non, t'es pas Tarantino, d'accord ? Donc, d'abord, on fait des trucs fiables, et on peut se reposer dessus,
Donc c'est ça que je dirais à cette personne qui doute, c'est il faut que tu aies des trucs extrêmement solides. L'ostéo, c'est un chemin, c'est un process, et que c'est dur, c'est long et dur. Les études te donnent un diplôme, mais t'es nul en sortant des études. Et aujourd'hui, il y a des ostéos qui sortent des études, qui montent des comptes Instagram, qui ont du temps évidemment parce qu'ils n'ont pas de patients, et donc que l'algorithme des réseaux récompense, vu qu'ils sont tout le temps dessus à poster, et ils deviennent un peu des key opinion leaders, comme on pourrait dire, alors que les mecs ont aucune expérience. Et ça, je trouve que c'est extrêmement délétère, tu vois, pour la profession. Donc je dirais aux jeunes de quitter un peu les réseaux sociaux, enfin de vivre avec leur temps, d'être un peu sur les réseaux tranquillement, mais de travailler, d'être patient, de travailler. Ce que je conseille aux étudiants, et je le vois beaucoup de par mon statut de prof et avec Instagram, j'ai beaucoup ce questionnement qui arrive des élèves, et notamment des dernières années, qui remettent en question toutes ces années d'enseignement. Ce que je leur recommande, c'est d'accepter cette ostéopathie historique, et ce que je dis souvent en 5e année quand ils ont eu leur diplôme, aujourd'hui tout commence, c'est le moment de tout déconstruire pour tout reconstruire. Et c'est votre pratique au cabinet qui va vous permettre de faire ça, mais c'est aussi cette volonté d'aller chercher quelque chose d'un peu plus scientifique, mesuré, avec cette ostéopathie qui est plutôt historique. De nombreux jeunes ostéopathes n'arrivent pas à vivre de leur profession. Certains doivent prendre un autre métier pour vivre, d'autres arrêtent carrément l'ostéopathie. Il y a un réel problème de démographie actuellement. C'est pour cette raison que je suis venu à la rencontre de Clémène et Conrad, d'Ostéopathes Pro, pour essayer de comprendre les chiffres de la démographie de l'ostéopathie en France, son évolution dans l'avenir, mais surtout savoir comment on en est arrivé là. Donc je pense que le chiffre le plus important à avoir en tête, c'est qu'il y a à peu près 2000 nouveaux ostéos qui se mettent à travailler chaque année. Donc la démographie augmente d'à peu près 2000 ostéos nouveaux chaque année. Et ça, c'est présent depuis 2007. C'est-à-dire que depuis 2007, chaque année, il y a 2000 de plus. Donc en 5 ans, ça fait plus 10 000. Sachant donc du coup la profession augmente très vite. Ça double pratiquement. Au début, ça doublait en tout cas tous les 10 ans. Maintenant, on a plus 30% tous les 10 ans assez rapidement, quoi. Donc le pourcentage, on a l'impression qu'il diminue à chaque fois, mais en fait, en valeur absolue, c'est très régulier. On voit que depuis 2008, c'est toujours la même quantité d'ostéos qui sortent chaque année. Ah, aujourd'hui, on en forme trop. Ça, c'est clair pour moi. Ça, c'est clair. Mais de mon temps, moi, j'ai arrêté en 2008. Donc, j'ai quitté l'école d'Aix en 2008. D'accord? En 2008, si je me rappelle bien, les promotions, elles étaient de 60. Premier décret, 2007. Donc, 2007, il s'est passé un certain nombre de choses. Et là, en 2007, ça a été l'explosion. Premiers agréments d'école. À l'époque, en 2002, il y avait 11 écoles historiques. D'accord? Voilà. Donc, on faisait partie, Aix, Lyon, Paris, enfin, etc. Il y avait 11 écoles. Temps plein, temps partiel, c'était mélangé. La plupart, 90% étaient rassemblés dans la collégiale académique. Voilà. Et à partir de là, avec 2007, ça a été l'explosion. Il y a des gens qui se sont sentis voler des ailes, etc. Il y a plein d'écoles qui se sont créées. On est arrivé à 40 ou 42, faut pas dire 70, ça c'est pas vrai. Parce qu'on a compté les DU ou les DIU de médecine manuelle d'ostéopathie dans les facs. D'accord, dans les universités, dans les facs. Donc ça, c'est à part pour moi, parce qu'ils n'avaient jamais plus de 10 ou 12 personnes, donc c'était pas le problème, ils étaient tous médecins, etc. Bon. C'est pas forcément ce qu'on nous dit à l'école, qu'en fait, on va gagner tant d'argent, et que... Non, pas du tout. Mais bon, il faut en être conscient, il faut en parler peut-être un peu plus aux jeunes futurs ostéos, et que c'est pas toujours évident, et qu'il y en a qui font 2 boulots, et voilà. Mais bon, si on est motivé et que le métier nous plaît, il faut persévérer. L'augmentation démographique fait que chacun sent ce qu'on va appeler, on peut appeler ça une pression démographique, c'est-à-dire la pression des autres gens qui sont sur place. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de limitation particulière et que chacun est libéral et doit pouvoir exercer son métier, finalement après c'est une économie de marché. Donc c'est l'économie de marché qui régule la profession, mais elle la régule, on va dire, sans ménagement, sans état d'âme. Donc c'est ceux qui s'en sortent, et ceux qui s'en sortent pas. Il y a des pôles d'attraction qui attirent tout le monde. Et que ce soit ostéopathe ou pas ostéopathe, c'est pareil. Ce qui se passe dans la profession en ce moment, c'est une vraie frustration de ne pas pouvoir travailler. Je vois des jeunes ostéopathes qui arrivent pas à bosser, qui sont obligés de faire d'autres boulots à côté. C'est horrible. Là, il faudrait demander aux syndicats et à l'État, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a pu autoriser une telle multiplication d'écoles, comment on a pu ne pas mettre en place un numerus clausus. Nous, on fait surtout du constat. On voit comment la démographie, on peut voir certains chiffres qui sont des approximations de la réalité. Mais par exemple, si on voudrait avoir
un vrai chiffre type numerus clausus ou autre, il faudrait faire une vraie étude. Dire, voilà, c'est quoi le vrai ratio d'habitants par ostéo en fonction de la demande, en fonction de la zone, pour qu'un ostéopathe puisse en vivre correctement. Mais tant qu'une étude comme ça n'est pas faite, on peut faire que des projections, mais donc elles seront très approximatives. Si aujourd'hui on continue comme on l'a vu depuis 2007, on a cette régularité de 2000 nouveaux ostéos chaque année. Donc théoriquement, en fait, ça va continuer sur la même tendance, c'est-à-dire que on va se rapprocher d'une saturation, on va dire, du nombre d'ostéos en France par rapport à la population. Sachant que la démographie en France n'évolue pas tant que ça, je crois que c'est de l'ordre de 0,3%. Parce que la dernière fois qu'on a regardé, c'était 0,3% par an, donc c'est pas beaucoup. Et qu'en plus, les départs à la retraite en tant qu'ostéopathe vont se faire beaucoup vers 2050, parce qu'il y a un pic d'ostéopathes en 2007. Du coup, le seul moment à peu près où la démographie pourrait baisser, c'est vers 2050. Tous ces témoignages d'ostéopathes aux horizons très différents nous ont permis de mieux comprendre où en était l'ostéopathie actuellement en 2024. Essayons de nous projeter alors dans l'avenir. Même si nous n'avons pas de boule de cristal, quel est l'avenir de l'ostéopathie ? À mon sens, je pense pas qu'il faille complètement mettre de côté l'ostéopathie historique, parce que c'est grâce à ça que nos pères ont commencé à développer leur toucher et leur manière de prendre en charge des patients qui étaient un petit peu atypiques. J'en vois de plus en plus de scientifisation de certaines techniques ou la volonté de se rapprocher de la science et pourquoi pas rapprocher la science du modèle ostéopathique. J'ai pas l'impression que dans les écoles ça soit quand même super EBP, tu vois. Donc aujourd'hui on forme pas des gens à ça. Et donc après, si tu vas pas t'y intéresser en dehors, il y a quand même pas beaucoup de gens qui ont la foi, entre guillemets, d'aller vraiment lire des trucs sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur PubMed, etc. Donc je pense que je sais pas s'il y en a un qui va prendre plus le pas sur l'autre, sachant que quand tu parcours vite fait, bon bah j'ai demandé au patient s'il était stressé, voilà, c'est bon, je suis biopsychosocial, je suis EBP, c'est bon quoi. Tant qu'on pense ostéopathie, école privée, je pense qu'il y aura toujours des conflits d'intérêts, des guerres de chapelle qui vont faire qu'on va pas progresser correctement. Et pour moi, par rapport à ce que je vois dans les autres pays, il y a deux pays qui ressortent vraiment, c'est la Suisse et la Belgique, où ils se sont universitarisés depuis quelques années, et je trouve qu'ils s'en sortent extrêmement bien. La qualité de l'enseignement ne fait que augmenter, ils ont cette démarche basée sur les preuves d'amélioration constante par rapport à ce qui est prouvé. L'avenir en France de l'ostéopathie passera par une universitarisation des écoles. Je trouve que les deux iraient très bien ensemble, à savoir si c'est compatible, parce que c'est deux manières de penser quand même assez différentes, donc il ne faut pas non plus rentrer dans un combat, c'est pas le but, mais je pense que les deux peuvent évoluer complètement en parallèle, quoi. Justement, pouvoir évoluer ensemble, ce serait chouette. Je sais vraiment pas comment répondre à cette question. Est-ce qu'il y a moins de monde qui fait de l'acupuncture ? Est-ce qu'il y a moins de monde qui fait de la naturopathie ? Est-ce qu'il y a moins de monde qui fait tout plein de trucs qui sont pas suffisamment solides ? J'en sais rien en fait. J'en sais rien. Moi je continuerai de prôner que il faut rien mettre à la poubelle, mais qu'il y a une certaine logique à avoir. Alors celui que j'aimerais dans l'utopie, qui est toujours moi j'ai peur qu'on enlève l'utopie. L'utopie, ce sont les rêves à partir desquels tu peux faire naître la réalité. Et j'ai peur que la science enlève l'utopie et donc la capacité de créer. Et c'est à partir du moment où on crée que les choses existent. Et là, on ne fait que vouloir valider des choses qui existent déjà. Et donc la créativité, j'ai peur que ça enlève beaucoup de créativité aux ostéopathes. Alors, c'est très personnel, comment je la vois évoluer, parce que je sais comment certains la voient évoluer. Moi, j'espère qu'elle va perdurer avec une identité. L'idée, c'est que l'ostéo, en tant que discipline, il faut qu'elle travaille sur elle-même pour laisser de la place aux autres. Moi, je viens quand même d'une ostéo qui soigne tout. Venez, mettez-vous sur la table, je mets mes mains, quel que soit ton motif, je fais quelque chose. Et c'est vrai que quel que soit le motif, on peut toujours mettre ses mains sur les gens. Pour moi, c'est une ostéo qui, si elle veut s'intégrer dans un parcours de soins, il faut qu'elle accepte qu'elle ait des limites. Il faut vraiment accepter des limites. Et parce que accepter des limites, ça veut dire aussi dire, il y a des choses qu'on fait bien et des choses qu'on fait moins bien. Les choses qu'on fait moins bien, peut-être quelqu'un d'autre le fait mieux. Je sais pas, on verra. Je peux pas vous répondre d'autre chose. J'espère le meilleur. Ce que j'espère, c'est que, contrairement à ce que certains veulent, demandent, etc., on se retrouve pas en tant que professionnel de santé. Je trouve qu'on a une situation qui est extraordinaire.
on a une situation qui est extraordinaire. Le gouvernement, il a une incurie sur le nombre, sur les établissements, mais là, il a fait le bon choix, hein. Donc, parce qu'on est première intention. Si on passe dans le code de la santé publique, même au niveau des psychologues, ce qui m'étonnerait parce que c'est pas tout à fait la même chose, eh ben, ça sera entre guillemets, sous la coupe médicale. Et puis, je vois pas les médecins accepter qu'on ait des séances à 60, 70, 80 euros et quelquefois parfois plus dans les grandes villes, d'accord, alors qu'eux, ils ont une consultation à 26,50 € ou à 44 € pour les spécialistes. Alors c'est très très difficile pour moi de répondre à ce genre de questions parce qu'il y a énormément de facteurs contextuels, politiques et sociaux. Il y a des guerres que je ne partage pas justement parce qu'il y a des guerres d'identité. Et puis il y a aussi dans les syndicats d'ostéo, il y a des dinosaures. Il y a des gens qui sont toujours dans l'ésotérisme, qui vivent avec des œillères. Les jeunes ostéos arrivent à avoir de l'analyse critique, de la tolérance, de la bienveillance. Et ben, je pense qu'on peut aller, avec un discours commun, je pense qu'on peut aller vers quelque chose de joli. Mais tant qu'il y aura tout ça, pour l'instant, donc voilà, j'ai des espoirs, mais j'ai absolument aucune idée. Pour synthétiser, c'est vraiment toujours contextualiser et surtout se recentrer sur l'evidence-based practice et surtout sur le pilier, quelles sont les attentes et les valeurs des patients. Et à nous, en tant qu'ostéopathes, avec le maximum d'outils disponibles, d'un point de vue éthique, de répondre à cette demande spécifique de nos patients. Moi, j'aime bien la vie actuelle, donc je vais pas trop projeter sur les 10 prochaines années, parce que ce qu'on vit, ça bouge dans tous les sens, et c'est vraiment fabuleux ce qu'on vit pour l'ostéopathie. Mais si j'avais un vœu, ce serait qu'on se rapproche de plus en plus de l'université, pas pour donner tous les cours, évidemment, à l'université, comme ça pourrait se faire, et on a vu que le modèle n'était pas efficace en Allemagne et en Belgique, mais pour vraiment avoir des mutualisations de ressources humaines et d'outils de recherche entre les écoles d'ostéopathie et l'université, pour vraiment qu'on fasse avancer la profession un peu plus. Et tout ça pour dire, s'il y avait un vœu pieux, ce serait de dire qu'on n'est plus une profession de la santé, mais une profession de santé. Je pense que le clivage va continuer et va peut-être même se renforcer. Après, à nous d'être, encore une fois, humbles, même s'il y a une différence, un clivage, que tout le monde se respecte. En fait, les deux camps auront leurs patients qui seront satisfaits, et puis je crois que c'est assez sain, quoi. Encore une fois, on est tous très différents, que ce soit au niveau des patients, des thérapeutes, et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Je pense qu'il est assez difficile d'imaginer que l'ostéopathie se tiendra toujours à distance de l'université. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de renforcer les liens entre l'hôpital et les établissements en ostéopathie, de renforcer les enseignements scientifiques et de former les formateurs. Donc moi, je suis assez convaincu qu'il y aura probablement, dans le processus d'institutionnalisation, des questions qui vont se poser sur l'universitarisation ou pas de l'ostéopathie et de l'intégration davantage ou pas dans le système sanitaire et en fonction des choix qui seront faits dans la profession. C'est difficile, on peut faire beaucoup d'hypothèses, mais moi je pense que déjà le plus probable ce sera la formation des formateurs, sans doute la réduction du nombre d'établissements d'enseignement supérieur et des évolutions du statut de l'ostéopathie qui lui permettront sans doute de répondre davantage en plus aux enjeux de santé publique qui sont aujourd'hui très importants. Je la vois évoluer vers un enrichissement de la profession grâce à des chercheurs, à des étudiants qui vont monter en compétences, qui vont devenir des ostéopathes réflexifs, qui vont pouvoir pousser sur des recherches, à des formateurs qui vont aussi pousser là-dedans, et à pouvoir aller vers de la scientificité et augmenter le niveau de preuve. Peut-être qu'il y aura des surprises, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a certaines choses issues de la tradition qu'on peut pas prouver, mais peut-être qu'on va évoluer, et comme on le disait tout à l'heure, on va faire évoluer notre manualité grâce à ça. Et l'idée, c'est ça. On doit à nos patients, en fait. On doit à nos patients d'avancer pour être plus performants. Et se replier sur la tradition en se disant non, on va rester sur la tradition, c'est très prétentieux, en fait. Ça veut dire que on sait tout, qu'on a tout compris, qu'on est capable de tout faire. On sait bien que non, puisque comme tout praticien, on a des échecs. Personne ne sait exactement quel sera l'avenir de l'ostéopathie, mais les réflexions, les attentes et les souhaits de ces 16 ostéopathes nous permettent d'en imaginer un. Je remercie chaleureusement tous les intervenants pour leur disponibilité, leur enthousiasme autour de ce documentaire, mais aussi pour le travail qu'ils réalisent, chacun avec leur singularité, pour faire avancer l'ostéopathie. C'est dans cette nuance et ce respect que nous devons aussi avancer.
Oui, nous le devons à nos patients, mais aussi à l'ostéopathie. Je suis convaincu que l'évolution de l'ostéopathie vers une pratique basée sur les preuves est en marche et qu'elle est nécessaire. Nous devons repenser nos modèles explicatifs, revoir notre discours, s'appuyer sur le travail des chercheurs, des neurosciences de la douleur, tout en intégrant le modèle biopsychosocial dans nos prises en charge. Mais cette évolution doit se faire avec nuance et bienveillance, dans le respect du travail qui a été réalisé par les fondateurs de l'ostéopathie. C'est le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre. Après avoir rencontré ces 16 ostéopathes, je suis plus optimiste que jamais pour notre belle profession. C'est maintenant notre rôle à toutes et à tous de guider l'ostéopathie dans la bonne direction.